Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut. C'est avec le poids des arguments absolument, le choc des idées résolument. C'est notre 390e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Union africaine compte à rebours pour l'élection. Le 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale, prévu au mois de juillet à Kigali au Rwanda, devrait en principe consacrer le renouvellement des membres de la commission, du président au commissaire. Le Cameroun s'y prépare avec pas moins de 8 candidatures qui vont peser dans les tractations jusqu'au bout. Présidentielle américaine, Hillary Clinton sera-t-elle la première femme présidente des États-Unis en novembre prochain? L'ancienne secrétaire d'État part favorite, mais le surprenant candidat républicain Donald Trump peut encore déjouer les pronostics. L'Afrique suit avec grand intérêt ce scrutin de la première puissance de la planète qui aura forcément un impact sur la gouvernance mondiale. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Retrouvez dans vos rubriques la revue de presse, bien sûr avec Lucas Medou Ndjemba, le zooming sur l'actu, le portrait de la semaine, Arthur Zang, l'inventeur du cardiopathe. Scène de Presse, c'est aussi l'image collatérale et les unes du lundi. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mis en scène par Christelle Avom. Jackson Samuel Ndike est journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Cet ancien reporter de RFI et TV5 connaît bien l'univers politique africain francophone. Consultant à l'OIF, il a travaillé à l'émergence du secteur audiovisuel en Afrique et en Asie. Jackson Ndike est aussi l'ancien directeur général de Canal Sat Horizon au Cameroun. Homme de culture et de communication, il a signé plusieurs articles et publications sur la géopolitique des régions africaines et le rôle des enfants soldats dans les crises africaines. Parlez-lui de journalisme, vous aurez toute son attention. Thierry Théodore Owonandon est le DP du journal Intégration. Le jeune homme tient à ses rêves et y croit fort. Le projet du journal Intégration, il y a cru. Et aujourd'hui, le bimensuel et son hors-série rayonnent sur la scène médiatique. L'ancien rédacteur en chef du quotidien Le Messager est aussi le directeur général du cabinet en communication Globcom. Un spécialiste des relations publiques qui sait se mettre au service d'une équipe de loups aux dents longues. Jean Dieudonné Nsama est l'inspecteur général numéro 1 chargé des questions administratives, financières et d'éthique professionnelle au MINREX. Ministre plénipotentiel hors échelle, il a fait carrière au ministère des Relations extérieures. De directeur adjoint de l'administration générale à conseiller technique via l'ambassade du Cameroun à Rome, le diplomate a fait ses classes. Plusieurs fois délégué aux sessions de l'Assemblée générale des Nations unies et expert consultant de l'Union africaine, le polyglotte nous expliquera en français les retombées des présidentielles au pays de l'oncle Sam, mais aussi le dénouement plausible des élections à l'Union africaine. Et pour parler comme dans les cercles diplomatiques, le panel c'est en réalité 3+1, puisque nous accueillons aussi le docteur Christian Pout, qui est diplomate, mais aussi directeur du think tank CIDES, si je ne m'abuse. Avec plaisir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aimé Robert, merci pour l'invitation. Nous allons vous retrouver dans un instant pour décrypter toute cette actualité en toute liberté, comme c'est la règle à Scène de Presse. Mais je vous propose tout d'abord, messieurs, de revisiter les autres faits marquants de l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse. C'est le meilleur de l'info dans les meilleurs tabloïds de la place. C'est une signature de Lucas Medou Ndjemba. Il faut sauver la filière avicole. Le cri de cœur est de Yves Atanga du quotidien Cameroun Tribune qui constate avec ses collègues que cette grippe tombe mal. En effet, l'épisodie intervient alors que la filière avicole était en pleine expansion.
Après avoir recueilli le désarroi des acteurs du secteur, le quotidien à capitaux publics de la rue de l'aéroport peine à croire qu'il n'y a pas lieu de paniquer, comme le lui confie François Djonou, le président de l'interprofession avicole du Cameroun, d'autant que le jour présente la note salée de la grippe aviaire qui, après le Mfundi dans le centre, sévit dans la région de l'Ouest. Mutation parle de 8000 poulets abattus et incinérés à Bayangam et à Bafoussam. Le journal des AVMC décrit une situation de crise à l'Ouest, le plus grand bassin de production du poulet au Cameroun et dans la sous-région. Le quotidien de l'économie, qui fait écho du cri des aviculteurs de l'Ouest, souligne que cette région, c'est 80% de la filière avicole nationale, 60% de la sous-région, une chaîne de production de 150 milliards de francs CFA et 180 000 emplois. Et c'est malheureusement sur ces entrefaits que le jour nous révèle qu'après le centre et l'ouest, la grippe aviaire poursuit son expansion et sévit désormais dans les fermes avicoles des Bolova, région du sud. La situation est tellement grave que le quotidien de l'économie soupçonne le lobby des importateurs de poulets congelés d'être derrière cette épidémie qui pourrait leur profiter. En attendant de trouver une réponse à l'interrogation du journal de la valeur ajoutée, Mutation se pose la question de savoir qui va payer la note et évoque la question des indemnisations. Selon les acteurs de la filière, pour le moment, seule l'interdiction de la vente du poulet et la désinfection semblent préoccuper les pouvoirs publics. Pourtant, ces opérateurs les attendent aussi sur le terrain des indemnisations, comme cela s'est fait ailleurs, si l'on en croit Mutation, qui prend par exemple la France. Le quotidien de Thierry Ekouti en profite pour questionner ce qu'il qualifie de jeu trouble des fonctionnaires qui en ce moment se battraient au ministère de l'Élevage pour le contrôle de la gestion de la crise. Une dizaine de milliards de francs CFA seraient en jeu ici. Info ou intox, Mutation n'en dit mot, mais relaie le message du ministère de l'Élevage qui donne des conseils pratiques de gestion de la grippe aviaire aux aviculteurs et aux commerçants en ce moment où certains rusent avec les autorités. C'est le cas, selon le quotidien de l'économie, des commerçants du marché de Mvogada et Yaoundé qui, malgré l'interdiction de la vente du poulet dans le Mfundi, le font au noir. Tandis que dans la Damawa révèle Mutation, ce sont des camions d'œufs qui ont été saisis en provenance de Fumban dans la région de l'Ouest. Mais il n'y a pas que l'élevage et la vente du poulet qui tournent au ralenti. Le quotidien de l'économie constate que les rôtisseries et les restaurants battent aussi de l'aile, faute de poulet. Aussi Cameroun Tribune leur propose-t-il le poisson et le bœuf en alternative. Mais tout ceci montre à suffisance combien les activités du secteur avicole tournent au ralenti, tout comme la croissance en Afrique subsaharienne. À l'origine, la chute des cours des matières premières. Mais malgré cette baisse, le Cameroun fait face et tient bon. Selon le quotidien Capitaux Publics, notre pays jouit des dividendes logiques d'une politique et des stratégies efficientes face à l'effondrement ces 2 dernières années des cours des matières premières. Toutefois, en Afrique et donc au Cameroun, les réformes doivent se poursuivre selon Kadima Kalonji, représentant résident du FMI au Cameroun. Recommandations formulées lors de la présentation des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Des recommandations pour lesquelles le gouvernement camerounais a donné des réponses. À en croire le quotidien de l'économie, le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé, a expliqué pourquoi les prescriptions du Fonds monétaire international sont parfois inopérantes, notamment celles liées à la réduction du monde en ce qui concerne la masse salariale et celles concernant la constitution d'un matelas financier. Le journal de la valeur ajoutée revient d'ailleurs abondamment sur les récriminations du FMI, tout comme il s'inquiète des lenteurs de l'Union européenne quant à la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Quoi qu'il en soit, le Cameroun est prêt pour le 4 août, souligne Cameroun Tribune, qui s'appuie sur la déclaration du secrétaire général du ministère de l'économie. Jean Tchofo soutient en effet que notre pays est prêt pour le démantèlement tarifaire. Reste toutefois, selon le quotidien de l'économie, l'ordonnance sur les règles d'origine. Étape majeure dans la préparation du démantèlement des barrières tarifaires dans le cadre de l'APE. Un sujet qui a retenu l'attention des membres du comité chargé du suivi des APE et qui, pour l'instant, n'occupe pas le RDPC, tout comme certaines préoccupations du président de l'Assemblée nationale. À en croire Mutation, seul le sujet sur la grippe aviaire était au centre des échanges entre le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir et les parlementaires qui, à l'ouverture de la session de juin, s'étaient, eux, intéressés à
Camerco et au Cannes 2016 et 2019, et non plus seulement à la situation des victimes de Boko Haram, notamment ces enfants rescapés dont les confessions barrent la une du quotidien de l'économie. De retour de Baïgaï et de Minawao dans l'extrême nord, Sylvain Ndjongo raconte le traumatisme de 14 000 enfants réfugiés nigérians et de 17 000 Camerounais déplacés. La revue de presse était sur la scène. Merci Lucrèce. La première une de scène de presse, le temps des élections à l'Union africaine. Le 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu en juillet prochain à Kigali au Rwanda devrait en principe consacrer donc le renouvellement de l'exécutif de la Commission, à commencer par le poste convoité de président de la Commission. À ce jour, 3 candidatures ont été définitivement entérinées, celle de l'Ougandaise Wandira Kazibwe, celle de la Botswanaise Pelonomi et celle de l'Équato-Guinéen Agapito Mba. Et puis, il y a effectivement un certain nombre de candidatures au poste de commissaire et de vice-président de la Commission. Nous y reviendrons. Et je voudrais, sur la question, introduire Dieudonné Nchama, le ministre plénipotentiaire. Monsieur le ministre, quoi qu'on dise sur l'Union africaine, sur son incapacité à accélérer un certain nombre de réformes, un certain nombre de résultats, ça reste une position d'influence, président de la Commission de l'Union africaine. Bien évidemment, je vous révélerai peut-être que à la création de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont tenu à ce que le premier président de la Commission soit un ancien chef d'État. Absolument. Vous comprenez donc le prestige attaché à ce poste. Alpha Oumar Konaré, oui. Et qui serait parti dépité justement de ce que les chefs d'État n'ont pas voulu concéder un certain nombre de prérogatives au président de la Commission. Oui, parce que il y a en filigrane ce qu'on appelle la supranationalité. Et aucun chef d'État n'est prêt à concéder la supranationalité aux institutions communautaires pour le moment. Mais n'empêche que la terminologie même, avant c'était secrétaire général, maintenant c'est président. Donc la terminologie même en dit long sur la volonté des pays membres que la Commission soit un organe vraiment opérationnel. Et cela dépend bien sûr de la structuration de la Commission, cela dépend aussi des hommes qui l'animent. En tout cas, le sujet est suffisamment important au point où il a fait l'objet de tout un dossier dans la dernière publication d'intégration. Et je voudrais, sur la question, Thierry, dont vous interrogez, on continue d'avancer prudemment la date des élections pour le mois de juin. On dit en principe parce que manifestement le casting de ces 3 candidatures finalement ne plaît pas, n'est pas du goût d'un certain nombre de chefs d'État. C'est ainsi que la CEDEAO a déjà demandé officiellement le report de l'élection au mois de janvier 2017, certainement pour se donner le temps de présenter une autre candidature, tout comme l'Afrique australe qui avait déjà également demandé le report de cette élection pour présenter une autre candidature, parce que ce casting des 3, manifestement, n'est pas de leur goût. Effectivement, Aimé Robert, on doit noter qu'effectivement, il y a un problème de casting. D'ailleurs, un 4e nom revient de plus en plus. C'est celui de M. Abdoulaye Bathily, qui actuellement est le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région Afrique centrale. Il n'a pas fait acte de candidature, mais des tractations se nouent en coulisses pour proposer finalement cette candidature-là comme celle qui ferait le consensus. Bon, on n'en est pas encore là, mais le problème, effectivement... C'est pour cela que la CEDEAO demanderait le report de l'élection, parce que dans le scénario actuel où l'élection se tiendrait en juillet, effectivement, Abdoulaye Bathily ne pourrait pas... Effectivement. Donc ça, c'est une chose qui, on peut dire,
gêne effectivement cette élection à venir. Mais il faut aussi remarquer, Aimé Robert, que Madame Zuma, qui n'est pas candidate à sa succession, a pris, on peut le dire, de court comme ça. Là, après avoir tout fait pour gagner. Voilà, a pris de court cette organisation, l'Union africaine. Voyez-vous, on s'attendait à ce qu'elle fasse un deuxième mandat et ça aurait laissé du temps aux différentes composantes, aux différents acteurs pour effectivement trouver un candidat du consensus. Malheureusement, elle choisit de briguer une autre présidence, celle de l'ANC, et donc d'abandonner l'Union africaine, faisant problème. L'Afrique centrale, puisqu'on en parle, a un candidat. L'Équato-Guinéen. Oui, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. C'est un candidat qui a peut-être le profil parce qu'il a travaillé avec l'Union africaine, parce qu'il a été ambassadeur à l'international pendant plusieurs années. Mais c'est une candidature qui elle-même a déjà ses faiblesses, notamment au niveau de la sous-région. On dirait qu'elle n'est pas portée par l'ensemble de l'Afrique centrale dont il est ressortissant. Donc du coup, on est dans une espèce, je ne dirais pas d'impasse, mais... On va revenir sur le jeu d'acteurs dans la sous-région Afrique centrale. Alors Christian Pout, comment comprendre, on va dire, cette stratégie dans un certain nombre de sous-régions? On s'est donné le temps de candidater et puis au dernier moment, un certain nombre de sous-régions constatent que manifestement le casting n'est pas à leur goût pour des raisons diverses, notamment pour l'Afrique australe. La botswanaise, dit-on, payerait le prix des positions de son pays qui sont souvent à l'opposé des positions de l'Union africaine, notamment pour ce qui est du traité de Rome sur la CPI. Et l'Équato-guinéen ne rentrerait pas dans un certain nombre de jeux d'acteurs de la communauté internationale. C'est des supputations d'un certain nombre d'analystes, mais comment lire un peu ces grandes manœuvres et qui pourraient aboutir à un éventuel report de l'élection? Je pense que la réalité est que la Commission est à la croisée des chemins. La Commission est, d'après l'acte constitutif de l'Union africaine, l'organe qui est chargé un peu de l'animation et de donner un visage réel à la vision que les chefs d'État ont pour le continent africain. Je rappelle quand même que l'Union africaine est née avec une vague d'espoir qui l'a accompagnée. Il a mis en place, comme le rappelait le ministre Chama tout à l'heure, d'un poste de président de la Commission pour que les pouvoirs exécutifs à ce niveau-là soient de manière très concrète assumés par des individus avec des profils particuliers, dans des domaines particuliers qui vont donc du développement humain aux infrastructures, en passant par l'agriculture, en passant par la technologie. C'est tout cela qui fait en sorte que les enjeux aujourd'hui sont très importants. Il y a également la question qu'évoquait M. Ndong tout à l'heure en ce qui concerne le départ un peu précipité de Mme Zuma, qui laisse la Commission dans une situation, je dirais, assez délicate. Et le sentiment d'urgence qui anime donc les principaux acteurs, et en particulier les chefs d'État, par rapport au profil adéquat pour relever les défis aujourd'hui qui se posent à la Commission union africaine. Et c'est pour ça peut-être que ce sentiment d'urgence peut amener à une forme d'insatisfaction vis-à-vis des candidatures qui pour l'instant se présentent. Je pense que c'est de là que vient la situation que l'on observe aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'il faut rester confiant. Une partie du processus de décision pour l'élection des commissaires se joue au niveau des sous-régions. Et c'est un jeu assez complexe qui est à la fois politique et diplomatique, de construction d'alliances, de promotion de candidatures, parfois avec de très gros moyens. Pour ceux qui ont pu observer le lancement de la campagne du ministre Akapito Mbamokui, ont vu que de gros moyens diplomatiques et financiers sont mobilisés pour sa campagne. Et voilà comment est-ce que les choses se passent au sein de l'Union africaine. Peut-être pour l'information de vos téléspectateurs, il faut dire que
au fond, au niveau de l'équilibre des régions, aucune des régions ne sera lésée. Parce que l'équilibre... On y reviendra lorsqu'on abordera l'élection des commissaires où le Cameroun est en pointe. Jackson Dike, bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert. Alors Thierry, on le disait, la CEDEAO pousse à présent la candidature d'Abdoulaye Bathily, qui est donc le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, pendant que la SADC porterait aujourd'hui la candidature de l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Ça conforte peut-être l'analyse de Christian Pout que ces profils-là seraient peut-être à même de mieux relever les défis du futur par rapport aux 3 candidatures actuelles. Oui, ces profils et d'autres, hein, parce que historiquement, l'élection, que ce soit à l'époque du secrétaire général de l'OUA ou depuis quelque temps du président de l'Union africaine, est toujours précédée d'une nuit un peu de long couteau. Parce que on a vu la transition entre Essi et Amara et Konaré, ça n'a pas déjà été facile. Hein, après Konaré, il a fait ses mandats, il est parti. On a vu entre Jean Ping et la Sud-Africaine comment ça s'est passé. Donc, de manière générale, c'est précédé par une nuit de long couteau. Il n'est pas exclu que le jour même, un autre candidat soit désigné et élu. Parce que la candidate sud-africaine, il y a 4 ans, n'a lâché les gaz qu'à la dernière minute. Alors, parce qu'elle hésitait. Voilà. Donc, il faut. La candidature de Bathily n'est pas exclue. D'autres candidatures peuvent sortir du chapeau. Il faut attendre ce qui va se décider, tout comme l'élection peut être reportée. C'est vraiment une tradition. Hein. Le ministre nous rappelait tout à l'heure en aparté comment le candidat Zoé Kangaki a été élu en 72. Il y a eu une neutralisation des différents blocs et puis on a sorti Zoé Kangaki qui était dans la délégation du président Ahidjo, comme ça, et qui a été sorti du chapeau et qui est devenu le secrétaire général de l'OUA. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, tout est ouvert, surtout pour ce poste de président. Et le Cameroun, dans tout cela, pourrait s'interroger nos téléspectateurs. Le Cameroun est en pointe dans cette ruée vers les postes à l'Union africaine. Les postes à pouvoir, il y en a 10 à ce stade. La présidence, la vice-présidence et les postes de commissaire. Et le Cameroun présente donc officiellement 8 candidats. On va les donner, on peut les voir en tableau. Il y a un candidat à la vice-présidence, Victor Diomachoua, Emmanuel Edou pour le poste de commissaire paix et sécurité, Churchill Monono, présenté au commissariat aux affaires politiques, Philemon Zozam, commissaire infrastructure et énergie, le professeur Maurice Tuente, présenté au commissariat aux ressources humaines, aux sciences et technologies, François Ekanga Ekoko, présenté comme commissaire à l'économie rurale et l'agriculture, et puis Paul Tasson, présenté comme commissaire aux affaires économiques, et la seule femme de ces candidatures du Cameroun, le professeur Justine Difo-Tchonkam, présenté comme commissaire aux affaires sociales. Voilà pour les candidatures du Cameroun. Et je voudrais donc en revenir au docteur Christian Pout qui rappelait qu'aucune sous-région n'est lésée parce qu'il y a un subtil jeu d'équilibre entre les sous-régions. Tout à fait. L'Union africaine, en tout cas au niveau des postes de l'organe qu'est la Commission, est fondée sur un jeu d'équilibre au niveau des régions. Vous avez donc les 5 grandes régions qui chacune traditionnellement, au final, ont 2 délégués. Et l'Afrique centrale 2 délégués, l'Afrique australe 2 délégués, l'Afrique de l'Ouest 2 délégués, l'Afrique de l'Est 2 délégués, et puis l'Afrique du Nord 2 délégués, 2 commissaires. Pardon. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le résultat final, c'est celui-là. Donc, du coup, cette information-là indique très clairement que notre liste de candidats est pléthorique. Et il faudrait donc dès maintenant préparer les esprits à ce que tous nos candidats ne puissent pas passer. Je pense également... Au mieux, un seul Camerounais sera, ou une seule Camerounaise sera élue. Au mieux. Personnellement, peut-être je laisserai le ministre Tchama là-dessus, mais personnellement, je n'aimerais pas m'engager sur la possibilité d'élire ou de ne pas élire un candidat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun, entre 2003 et 2011, a bénéficié du poste de commissaire au commerce et à l'industrie par Madame
Madame Tanque, nous avons perdu ce poste suite au décès de Madame Tanque et la place de l'Afrique centrale depuis est occupée par un commissaire tchadien, une dame, qui est aussi une dame. Donc cette élection, il y a deux possibilités. Nous pouvons avoir un candidat, comme nous pouvons ne pas avoir de candidat du tout, mais en l'occurrence, il ne faudrait pas que nous puissions l'interpréter comme un échec de la part d'une politique de placement, parce que les enjeux vont bien au-delà de placer un ou deux commissaires à l'Union africaine. Ministre N'Tchama, deux candidatures, deux postes dont part sous-région, et sur les deux postes, équilibre du genre aussi, un homme, une femme par sous-région. Oui, oui, ce sont en fait des critères un peu standards. Hein. Ce ne sont pas des critères propres à l'Union africaine. Et il y a plusieurs stratégies quand on veut placer des nationaux. Et là, notre pays a adopté une stratégie, je dirais, globalisante. C'est pour ça qu'il y a des candidats pratiquement à tous les postes de commissaires. Et je vais demander au réalisateur de remettre parce que ça permet donc, parce qu'il y a des tractations, avant des élections sur la scène internationale, il y a des tractations. L'idéal, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un package. C'est-à-dire que après négociation, on ait une liste de commissaires en respectant donc les critères. Et donc, si vous n'avez postulé que pour un poste de commissaire et que les tractations fassent qu'il y ait des candidats mieux placés que le vôtre, vous risquez de ne plus rien avoir. Alors, quand vous avez donc une liste comme cela, ça accroît un peu vos chances dans les tractations pour vous permettre de rentrer dans une liste consensuelle. C'est important l'éclairage que vous venez de faire, parce qu'on a eu quelques analystes qui disaient que le Cameroun s'est dispersé par cette pléthore de candidatures. C'est un éclairage qui montre que là on est dans une approche stratégique. Oui, tout à fait. Alors, Thierry, dont le Cameroun a donc plusieurs fers au feu. Ça va beaucoup se jouer et beaucoup se discuter entre le président Biya et le président Idriss Déby. Parce que vous avez enquêté là-dessus. En ce moment, je rappelle rapidement, notre sous-région, la CAC, les 10 pays, on ne peut avoir que 2 postes. Et donc, on a une Tchadienne qui est sortante au commissariat au commerce et à l'industrie, la Tchadienne Fatima Aram. On a un Congolais, mais qui est en disgrâce, le docteur Ekunga, qui n'a pas été représenté par son pays. Donc, c'était un poste qui s'est libéré pour l'Afrique centrale. Et donc, il va falloir qu'entre le président Biya et le président Idriss Déby, qui est l'arbitrage, est-ce que Fatima Aram continue? Est-ce qu'elle se désiste pour qu'on favorise une candidature féminine camerounaise? Ou alors, il va falloir se rabattre sur une candidature masculine? Ça va être un geste subtil de diplomatie entre le président Biya et le président Déby et, de manière générale, les présidents de la CAC. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pas totalement d'accord avec le ministre plénipotentiaire. Parce que, en fait, le Cameroun, la stratégie du Cameroun doit s'inscrire dans une stratégie sous-régionale. Mais là, en alliant autant de candidats, ça fait désordre. Par exemple, vous verrez très bien que le vice-président, le président, je veux dire le candidat à la présidence, M. Agapito. Candidat à la vice-présidence, à la présidence. À la présidence, tout à fait. En alliant, selon les analystes, en alliant un candidat pour nous au Cameroun à la vice-présidence, on fait concurrence déjà au candidat équato-guinéen. Oui, donc, parce qu'aucune sous-région ne peut avoir la présidence et la vice-présidence. Donc le Cameroun doit choisir entre soutenir l'équato-guinéen à la présidence et présenter le Cameroun à la vice-présidence. Donc nous disons ces arrangements auraient dû se faire avant de rendre public la liste de la sous-région. Il y a des régions comme la SADC qui proposent 2 candidats. C'est-à-dire ils ont réussi, l'ensemble des pays de la SADC, ils ont réussi à positionner leurs 2 candidats, sachant qu'ils n'ont pas plus de 2 places. Ça démontre quand même que
de façon globale, il y a une stratégie concertée de la région. Au niveau de l'Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Et le Cameroun, disons-le, en alliant autant de candidats, est en concurrence non seulement avec les autres candidats d'autres espaces, mais également en concurrence avec les candidats de sa région. Et donc je dis, à mon humble avis, je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs comme le professeur, comme Maître Akeremouna, qu'au-delà de la stratégie et des diplomaties, il y a d'autres enjeux qui véritablement ne répondent pas à l'envie de gagner des postes au sein de cette commission. Alors, docteur Christian Pout voulait réagir. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne notre mal en patience. Il s'agit, comme le ministre Chamalo rappelait tout à l'heure, d'un processus éminemment politique. La première chose, pour que le Cameroun arrive à avoir autant de candidats, il faudrait qu'il en ait eu l'aval au niveau de la CEAC. Donc, il n'est pas possible pour le Cameroun de sortir autant de candidats si ça n'est pas passé par le tamis de la CEAC. Donc, ça veut dire que soit il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la CEAC, soit les candidatures camerounaises ont été approuvées par la CEAC. Je suis en mesure de le confirmer avant que vous continuiez. La régulation de la CEAC a failli. Il y a eu voilà. Donc un certain dysfonctionnement. Ça, c'est un premier élément de réalité, Aimé Robert, qui n'enlève en rien les futures négociations qui vont se mettre en place dès que les jeux seront définitivement ouverts. Deuxième chose, c'est que la candidature du ministre Agapi Tomba Mokui est arrivée un peu sur le tard. Et il faut l'accepter très honnêtement, elle est arrivée sur le tard. Il y a un processus de réception des candidatures qui voudrait que le 31 mars 2016, les candidatures pour la présidence de la commission auraient dû être disponibles. Le 15 mars, les candidatures pour les postes de commissaires auraient déjà dû être négociés au niveau des communautés économiques régionales et ensuite transmises à la commission. Donc ce processus a, on peut le dire très honnêtement, dysfonctionné au niveau de la CEAC, raison pour laquelle on se retrouve avec autant de candidatures. Mais la pléthore de candidatures camerounaises, et ça c'est ce qu'il faut que vos téléspectateurs retiennent, n'est pas en déphasage avec une approche stratégique au niveau régional. Bon, Thierry, non, bon, alors si je dois choisir entre les diplomates et le journaliste, bon, moi je suis quand même tenté de m'allier derrière. Mais je constate, Aimé Robert. Avant que vous n'interveniez, oui, moi je voulais faire quand même un constat. C'est la première fois que le Cameroun déploie autant de candidats. Donc je ne peux pas considérer que cela ne se fasse pas avec une stratégie derrière. Moi, je pense que c'est la stratégie d'un pays qui veut à tout prix avoir un siège parmi la pléthore des postes en compétition et qui essaye d'envoyer plusieurs fers au feu. Il est plus que probable que lors des négociations, que certains éléments qui sont envoyés servent de monnaie d'échange pour que d'autres passent. Moi, je pense que c'est un peu la stratégie que le gouvernement s'est donnée. Il va de soi que le gouvernement n'envisage pas de placer des 8 candidats au poste sollicité. Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Parce que une sous-région n'a droit qu'à 2 postes et le Cameroun ne peut donc Mais je pense que quand on voit même les candidats et on voit les différents profils, on sent quand même qu'il y a des candidats qui pourraient être poussés un peu plus que d'autres et que certains n'apparaissent là peut-être que pour échanger avec d'autres régions qui seraient peut-être... Alors je rappelle que la dernière fois... Oui, je voulais ajouter quelque chose. Ce sont des candidatures présentées par le gouvernement. Et au cours des tractations, il arrive très souvent que le gouvernement retire certaines candidatures. Donc nous sommes vraiment à la première étape. Et sur le plan des tractations, il faut voir au-delà de l'Union africaine. Je peux vous rappeler, déjà à partir de l'OUA, on a évoqué l'ancien ministre ivoirien Amara Essi. Avant qu'Amara Essi ne postule à l'OUA, il a d'abord postulé comme président de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a été élu là-bas pour se rabattre à l'OUA. Jean Ping a fait pareil. Donc, sur le plan tactique, dans ce genre de choses, il ne faut pas voir, comment dirais-je, à première vue,
parce qu'il y a beaucoup de listes, parce que les tractations peuvent aller sur d'autres sphères. Au-delà de l'Union africaine. Au-delà de l'Union africaine, justement. En rappelant d'ailleurs que les bailleurs de fonds de l'Union africaine se recrutent au-delà du continent africain. Voilà, Et tout donc, à fait. ils ont forcément leur mot à dire. Alors, on rappelle rapidement ces candidatures camerounaises. En tableau, là, on les revoit. Victor Diomachoua à la vice-présidence, Emmanuel Edou, commissaire paix et sécurité, Churchill Monono, commissaire aux affaires politiques, Philemon Zozam, commissaire infrastructure et énergie, Maurice Chienté, commissaire ressources humaines, sciences et technologies, François Ekanga Ekoko, commissaire économie rurale et agriculture, Paul Tasson, commissaire aux affaires économiques et Justine Difo, commissaire aux affaires sociales. Je vous propose, messieurs, de regarder un sujet sur le génie camerounais, puisqu'on parle des Camerounais qui candidatent. Le portrait. Alors, on me signale que le portrait d'Arthur Zané n'est pas prêt. À la place, on va regarder un sujet sur le Ramadan. C'est le grand mois de piété pour nos frères de la communauté musulmane. Et à l'occasion, notre reporter de CATV, Douala Mohamed, nous fait un sujet sur Mohamed Nana, il s'appelle, nous fait donc un sujet sur ce qui est halal, donc ce qui est licite et permis par Allah. Le sens et la portée spirituelle du halal, c'est le zooming sur l'actu. Mohamed Nana de CRTV Littoral. Appel des muezzins et prédication des imams retentissent dans le ciel de la capitale économique. La communauté musulmane de Douala, en effervescence, le jeûne du mois de Ramadan. Une période d'adoration et de pénitence qui impose aux fidèles une certaine tenue et retenue. Le musulman doit alors organiser sa vie afin de rester dans les limites définies par le législateur suprême. Une attitude qui doit reposer sur un concept, le halal. Le mot halal vient du mot halla, qui veut dire libérer, autoriser. Libérer quelqu'un à faire quelque chose, c'est l'autoriser à réaliser cela. Et halal ici veut dire ce qui a été ordonné de consommer ou d'en faire usage. Mais ce mot, dans le cadre purement religieux, prend sa source dans la tradition divine. Parce que la tradition divine est la tradition que les êtres, en général, utilisent. Dans toutes les traditions, dans toutes les coutumes, il y a des choses autorisées, permises et les choses interdites. Et c'est ainsi que nous verrions dans les traditions que les gens ne mangeront pas, par exemple, les bêtes mortes. Parce qu'on ne sait pas la cause de leur mort. Et le mot halal, lorsqu'on parle dans l'islam avec petit i et pas dans l'islam avec grand i, on retrouve que les gens veulent rester simplement à une partie des choses peut-être citées dans la tradition arabe. Mais lorsqu'on rentre dans l'islam avec grand I pour dire prendre la source étant le Coran et les habitudes, les agissements du prophète, on retrouve que ce sont les mêmes habitudes que le Christ Jésus, les mêmes que Moïse et les mêmes que tous ceux qui ont existé. Pour simple preuve, lorsque nous lisons les Anciens Testaments et dans les livres de Lévitique, nous trouvons qu'il y a une loi qui établit, qui réglemente le halal pour dire les viandes, les bêtes à consommer et les bêtes pas à consommer, comment abattre une bête. Il y a ce que l'islam recommande et c'est des lois qui n'ont pas été abolies par Jésus pour dire dans le christianisme, ça reste les mêmes fondements. L'islam, religion de paix et de soumission, commande aux fidèles la promotion des valeurs telles que l'amour, la tolérance et la solidarité. Douala vit la forte communauté musulmane. Ici, le halal aiguise les appétits. Les consommateurs musulmans sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits. Dans les familles, un accent est mis sur l'éducation des enfants, tel que voulu par le Saint-Coran. Dans la cellule familiale, nous nous organisons pour éduquer les enfants par rapport à tous ces concepts-là. Telle chose est permise, telle chose est interdite, par exemple comme l'alcool ou le porc pour le musulman. Le halal impose aux fidèles d'être en harmonie avec lui-même ainsi qu'avec son entourage.
Retour sur le fil de l'actualité avec ces candidatures du Cameroun à l'Union africaine. Mais au-delà, messieurs, je voudrais qu'on aborde de manière plus globale, de manière plus holistique, la stratégie de placement des Camerounais aux hautes fonctions des organisations internationales. Je vous propose d'abord un tableau, quelques noms de Camerounais. Il y en a juste quelques noms que nous avons retrouvés. Des Camerounais qui occupent de fonctions éminentes dans les organisations internationales. On peut citer Célestin Monga, qui est le directeur général adjoint de l'ONUDI, Jean-Louis Atangana Mourou, qui est le directeur de cabinet du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Janvier Litse, qui est le vice-président de la Banque africaine de développement chargé des opérations, Alain Bobissé, qui est le directeur général du Fonds Africa 50, un fonds d'investissement créé par la BAD. Et pourquoi ne pas citer également notre compatriote Issa Yatou, président de la CAF. Il y en a évidemment beaucoup, bien d'autres. Oui. Il y a Zemeka qui est directeur général de l'OIBT aussi. Ah, voilà. Un poste éminent. Voilà. Oui, mais puisque vous avez la parole, vous avez complété cette liste. Évidemment, arriver à de telles positions ne peut pas être le fait du hasard. De nombreux pays ont des doctrines, des stratégies. Oui, le nôtre a le placement des Camerounais dans les organisations internationales comme objectif spécifique de politique étrangère, défini depuis 1985 par le chef de l'État, chef de la diplomatie, à la suite de la dernière conférence des ambassadeurs qui s'était tenue à la fin du mois de mars 1985. Et c'est un objectif qui est de temps en temps rappelé et réitéré. Mais une chose est de fixer un objectif, une chose est de bâtir une stratégie et de se doter des moyens pour atteindre cet objectif. Alors, sur ce plan, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas sortir des illustres inconnus du chapeau, comme on aime le faire dans notre pays, pour les parachuter sur la scène internationale. Ce n'est pas possible. Parce que le premier principe, on élit les gens qu'on connaît. Je peux vous citer un cas qui a fait école. D'abord, le Sénégal, pour le citer. Il avait le directeur général de l'UNESCO, M. Matar Mbo. C'était un poste très éminent parmi les institutions les plus visibles du système onusien. Et puis, les États-Unis n'ont plus voulu de M. Matar Mbo. Les États-Unis, pesant le quart des contributions, ont été bien obligés de faire droit à leurs désirs. Et le Sénégal a reculé pour mieux sauter. Il s'est préparé cette fois-là à investir la meilleure institution, meilleure entre guillemets, en fait celle qui a la meilleure santé financière dans le système onusien, c'est-à-dire la FAO. Alors pour placer M. Jacques Diouf comme directeur général de la FAO, le Sénégal a nommé Jacques Diouf comme ambassadeur sans poste, sans fonction à New York. Il était là pour se familiariser avec ceux qui vont les lire pendant 2 ans. De sorte que quand le Sénégal présente M. Jacques Diouf, on ne demande pas c'est qui. Il est tout sauf un inconnu. Oui, tout le monde sait qui est ce monsieur. Donc voilà un élément de stratégie. L'autre élément, c'est le curriculum vitae. Au Cameroun, les gens s'éternisent à une fonction. Vous restez conseiller technique 10 ans, inspecteur général 10 ans. Quand vous présentez ça à l'international, on dit que vous n'avez pas d'expérience parce que vous n'avez pas roulé votre bosse. Alors on prépare le profil. On vous fait faire 5 postes en 10 ans et on sent qu'on est en train de vous préparer. Et un autre aspect, c'est la représentativité. Alors quand on va dans les réunions internationales, on choisit des jeunes collègues, c'est bien de leur faire voir un peu l'expérience et tout ça. Mais les jeunes collègues, parce que dans la haute diplomatie, c'est un milieu de pairs. Et si vous êtes un jeune collègue, vous n'allez pas traiter avec les ministres plénipotentiaires, avec les ambassadeurs et tout cela. Donc c'est une épée dans l'eau. Alors quand vous avez la représentativité,
c'est des gens qui sont capables, même s'ils n'étaient pas candidats, d'obtenir un consensus autour de leur nom pour présider une commission, pour présider un groupe de travail. Voilà comment on fabrique le profil. Et ça, je vous avoue, notre pays, il préfère d'ailleurs envoyer des experts des ministères techniques et ne pas envoyer des experts diplomatiques, des experts diplomates. Avec ce cheminement, certainement, vous n'aurez pas les profils. Ok, on s'en tient là pour votre premier jet. Christian Prout, et pourtant, il y va de la grandeur d'une nation aujourd'hui pour s'affirmer, de travailler véritablement à concrétiser cet objectif de placement des nationaux. Oui, tout à fait. Les organisations internationales sont un enjeu. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement la notion de fonctionnalité de ces organisations qui est au centre de la dimension qu'elles occupent aujourd'hui dans les relations internationales. Les organisations internationales, elles émettent des normes, elles produisent des directives, elles construisent le sens à l'échelle internationale. Donc, y avoir des nationaux en bonne position, ça permet d'accéder à l'information, ça permet d'avoir un rayonnement qui sert le prestige de l'État et qui sert aussi ses intérêts sur des aspects un peu plus pragmatiques. Donc, c'est pour cela qu'il y a une espèce de ruée vers les organisations internationales. Mais si vous avez bien suivi la démonstration du ministre Tchama, les positions auxquelles on accède dans les organisations internationales traduisent aussi le prestige et la puissance dont jouit un État, au-delà maintenant de la trajectoire individuelle des personnes qu'on soumet pour être présentes dans ces postes-là. Et évidemment, cela étant dit, la stratégie passe par un double chemin. D'abord, la promotion à l'intérieur des individus, dans le cadre des carrières, et en particulier la carrière diplomatique. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse qu'il a esquissée concernant le fait que la carrière diplomatique au Cameroun est quand même assez longue. Pour partir de secrétaire des Affaires étrangères à conseiller, c'est une douzaine pratiquement d'années. Pour partir de secrétaire à ministre, c'est pratiquement une quinzaine d'années. Donc ça ne permet pas d'avoir dans le corps des diplomates des gens qui tout le temps sont prêts à accéder à des positions. En plus de cela, il y a une approche à la temporalité qu'il a évoquée auprès des hautes autorités en charge des nominations qui ne sert pas toujours la mise à disposition d'un vivier de personnalités qui sont capables. Mais je pense que on ne peut pas faire au Cameroun le procès des ressources humaines. Il y a dans l'ensemble des cadres camerounais des personnes qui ont un profil, qui ont des profils. Voilà, la preuve, c'est que nous avons pour la prochaine commission 8 candidatures qui sont des candidatures de qualité avec des personnes qui viennent d'horizons divers. Quand on voit quelqu'un comme le professeur Chouinté, on ne peut pas douter de ce que il y a très peu de personnes qui lui arrivent à la cheville. Moi, dans le cadre d'autres activités, j'ai été une fois témoin de l'élection d'un Camerounais à la présidence de la conférence internationale du travail. C'était en l'occurrence le ministre Nkili, qui a été élu par la conférence internationale du travail, président de la 100e conférence. Et je vous assure, quand on a lu son profil, il n'y avait pas d'autres candidats qui auraient pu faire le poids. En plus, donc, maintenant, de l'action diplomatique qui avait été menée. Je pense qu'on a les ressources et il faut simplement les inscrire dans un plan et essayer de faire en sorte que chaque fois, nous soyons prêts. Thierry, alors, le travail de préparation, de cheminement dont parlait le ministre Tchama, on l'a vu par exemple dans le cas du président du Parlement panafricain, qui est entré comme élu, député, puis vice-président, et donc enfin président. Même si dans le jeu d'acteurs au Cameroun, il s'en est fallu de peu pour qu'il perde son mandat de député au Cameroun. Il a fallu au dernier moment les arbitrages du président Paul Biya lui-même pour le remettre dans le jeu, pour qu'il rentre au Parlement panafricain et avoir ce poste de président. Donc, pour un peu, le Cameroun allait même passer à côté de ce prestigieux poste de président du Parlement panafricain détenu par le président Kododa. Oui, mais Robert, alors, constatons ensemble qu'il n'y a pas de génération spontanée. Quand on veut un poste dans une organisation, il faut déjà bien connaître cette organisation, se faire connaître, donc cheminer, être à l'intérieur. Et je crois que c'est l'une des faiblesses qu'on peut faire à la pléthore de candidatures du Cameroun. Beaucoup
parmi les candidats... Bon, je signale quand même, Thierry, donc là, on ne parle plus spécifiquement de nos candidatures à l'Union africaine. Là, on jette un regard global hein, sur notre déploiement à l'international. C'est pour là que j'ai mis en tableau quelques Camerounais. Quelques Camerounais. On peut parler de Kododan au Parlement panafricain. On a parlé de Célestin Monga à l'ONUDI, de Jean-Louis Atanda-Mogo à l'OIF. Donc... Oui, mais je préfère partir justement du cas actuel pour illustrer de façon globale. Absolument. Parce que, voyez-vous, quand on voit comment d'autres pays fonctionnent, et le ministre l'a très bien expliqué, il y a toute une stratégie derrière de promotion, d'accompagnement des candidats. Et puis, on ne sort pas du chapeau un candidat à la veille d'une élection pour le mettre en scène. C'est une préparation. Et quand on regarde un peu la façon de fonctionner de notre pays, on peut quand même se poser des questions. Honnêtement, on peut se poser des questions. Justement, pour illustrer, je prends les candidatures à l'Union africaine. Regardez bien, très peu, sur les 8, très peu ont côtoyé de façon suivie la maison Union africaine. Et ça pose problème. On parlait de la candidature des chances du Cameroun. Sur les 2 postes de la sous-région Afrique centrale, de la région, parce qu'il ne faut pas parler de sous-région, de la région Afrique centrale, il faut un homme, une femme. Une femme est déjà aux affaires à travers le poste la Tchadienne. Donc, elle va être difficilement battable sur cette affaire-là. Donc, un poste est presque acquis. Est-ce que le président Déby en décide autrement? Oui. Pour d'autres raisons de stratégie. Oui, mais si on regarde objectivement, elle est bien partie pour être reconduite. Elle est en poste, elle connaît la maison, c'est une dame. Il reste un poste pour l'Afrique centrale. Alors, quand vous regardez nos différents profils, on veut la vice-présidence, on veut des commissaires. Je dis, nos candidats n'ont pas été préparés pour être à même de bien défendre leur candidature. Ça, c'est la remarque que je voudrais faire. Mais je voudrais aussi ajouter une chose, Aimé Robert, puisqu'on parle de façon globale. La politique de promotion des candidatures à l'international pour le Cameroun est très peu lisible. Le ministre disait tout à l'heure que la conférence des ambassadeurs ne s'est pas tenue depuis... il ne l'a pas dit depuis... La dernière, c'est depuis 1985. Mais ce n'est pas la conférence des ambassadeurs qui désigne les candidats. Ce n'est pas la conférence, mais parce on n'a pas eu besoin de conférence d'ambassadeurs pour désigner nos 8 candidats à l'Union africaine. C'est un grand moment où on rappelle les stratégies, où c'est une espèce de brainstorming, où la plupart des éléments de stratégie se mettent en place. Et quand vous n'avez pas ce type de rencontre, ça pose problème. C'est entendu. Oui, mais moi ce que je peux dire sur la question, c'est qu'il y a une stratégie. C'est peut-être des logiques qui sont différentes. C'est-à-dire, quand vous voyez les pays d'Afrique de l'Ouest qu'on a cités tout à l'heure, qui réussissent à placer les leurs à des postes politiques, parce qu'on n'a pas de problème au niveau des postes techniques, on a un problème au niveau des postes politiques. Eux, là-bas, ces placements répondent aussi beaucoup à une logique de redistribution interne. Nous, on n'a pas ce problème. On a un problème, on a une logique de politique interne. Ce que moi, je peux souvent reprocher à nos candidats qui sont dans le système déjà au niveau des trains, c'est qu'ils ne viennent pas suffisamment légitimer leur candidature au niveau interne. Et ça bloque. Et c'est pourquoi on se retrouve dans une situation où la plupart des Camerounais qui réussissent à émerger à des niveaux politiques dans ces organisations partent du Cameroun. C'est généralement des experts qui travaillent dans des administrations du Cameroun, qui ont déjà une légitimité interne, qu'ils ont travaillé. On connaît les logiques internes, il faut travailler cela. Ils vont là-bas, s'ils ont la compétence technique au niveau interne, ça passe plus facilement. Mais tout ce qui... Quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, vous pouvez voir quelqu'un qui mène toute une carrière dans le système des Nations Unies, de la carrière, de la fonction technique à la fonction politique.
Mais c'est beaucoup plus compliqué chez nous. On a plutôt des cadres, des hauts cadres de l'administration qui réussissent parce qu'ils ont cette légitimité interne. Voilà, ils ont un meilleur soutien au niveau interne et réussissent à engranger les quelques postes qu'on va. Je crois que, à part peut-être cas comme Célestin Monga, mais on voit que ce soit les Issa Hayatou, depuis le premier Camerounais qui a occupé des fonctions, on peut dire, relativement importantes au sein du système des Nations Unies, je crois que c'est Michel Dokingé. Dokingé, quand il part d'ici, il est déjà directeur du cabinet du ministre de Kimbouma, et remplacé même par le président Paul Biya. Donc je pense que c'est une tradition qu'on a dans ce pays de partir d'ici, mais c'est une autre logique. Okay. Je crois qu'il faut bien distinguer. Ce que vous évoquez là, c'est des postes techniques. C'est-à-dire, dans le jargon, c'est des postes de niveau P, des postes de cadre, ou à la limite de niveau D, postes de directeur, D1, D2. Je peux vous citer, Kofi Annan a été longtemps directeur du budget. C'est un produit du système onusien avant d'être secrétaire général. Mais ça, c'est rare que vous puissiez évoluer comme ça. Les postes dont on parle, ce sont des postes politiques, c'est-à-dire des postes de rang de directeurs généraux, adjoints au secrétaire général, en anglais on appelle Assistant Secretary General, ou Under Secretary General, sous-secrétaire général, c'est le plus élevé, et après on a le poste de secrétaire général de l'ONU. Alors ces postes, vous ne pouvez pas postuler vous-même. C'est le pays qui vous propose et qui retire votre candidature. Donc il faut préparer le profil pour postuler. Et on est bien obligé de le reconnaître. En dehors de ceux-là qui sont dans des postes permanents, il y a des postes électifs prestigieux. Vous avez un poste comme président de l'Assemblée générale de l'ONU. Comme on évoquait la présidente de la conférence de l'OIT, ce sont des postes prestigieux. Vous noterez qu'aucun Camerounais n'a présidé l'Assemblée générale de l'ONU. C'est pas que le Cameroun manque de ressources humaines, parce que nous n'avons pas la stratégie. Le ministre Belinga Bouto a présidé l'ECOSOC, il n'a pas présidé en 2001, il a présidé l'ECOSOC. Non, il a présidé. L'ECOSOC n'est pas l'Assemblée générale. Non, c'est un exemple. Et l'ECOSOC, c'est quelque chose de rotatif. Il faut qu'on vous explique mieux. Quand le Cameroun entre au Conseil de sécurité, il y a une rotation interne par mois qui fait qu'à un moment donné, votre pays préside. C'est dans ce cadre qu'il a présidé l'ECOSOC. Donc ce n'est pas quelque chose où on a une stratégie. Donc vous proposez quoi? Qu'on soit plus agressif, plus... D'abord qu'on fabrique les profils. C'est la première chose. Qu'on fabrique les profils et qu'on prépare une stratégie. Je vais vous révéler, il y a des pays, parce que les postes ouverts sont connus, même 5, 10, 15 ans à l'avance, et des pays qui se préparent. Parce que, par exemple, au niveau onusien, vous avez le secrétaire général de l'ONU, c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. On sait que c'est la région Asie maintenant. On sait que le prochain tour, parce que le secrétaire général actuel, Ban Ki-moon, est à la fin de son deuxième mandat. Le prochain tour, c'est un originaire de l'Europe de l'Est. Et ainsi de suite. Et quand le tour de l'Afrique arrive, vous vous préparez. Donc ça, c'est quand l'Égypte préparait Boutros Ghali. Boutros Ghali était ministre d'État dans le système, c'est-à-dire vice-ministre. Mais il a sillonné le monde entier. Et Boutros Ghali, c'était un visage connu à son âge. Votre maître mot, c'est de préparer les profils et bâtir une stratégie. Permettez que je prenne donc l'argument d'un autre diplomate. Non, je suis tout à fait d'accord avec le ministre, mais je voudrais juste ajouter, pour moi, il me semble aussi qu'il y a une dimension. C'est vrai que être présenté à un poste politique dans une organisation internationale n'est pas une qualité personnelle, ça relève d'une stratégie, ça relève d'une désignation par un État. Mais je pense aussi que, c'est vous qui êtes journaliste, je n'ai pas vu beaucoup de ministres camerounais qui se sont plaints d'avoir essayé de faire
actes de candidature, mais Oui, qui ont été recalés par la présidence de la République. J'en connais qui n'ont pas pu avoir justement cette autorisation de la présidence de la République pour acter. Que, monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord de ce que... Et on peut compter ces exemples. L'État présente des candidatures, mais forcément, l'État ne les soutient pas comme il le devrait. Il ne faut pas négliger la part de la légitimité interne, parce qu'il y a des logiques politiques internes qui peuvent conduire à soutenir beaucoup plus ou au moins un candidat. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le présente pas. Alors vous permettez à Christian de conclure, parce qu'il a été... Un exemple sur le soutien. L'unique candidat où le chef de l'État lui-même est monté au créneau pour battre campagne. On a eu un candidat à la Cour internationale de justice, mais ce candidat a été recalé. C'est un Somalien qui a été élu. Et je peux vous dire, parce que la candidature n'a pas été... Ce candidat s'appelait Maurice Kamto. Il s'appelle Maurice Kamto. Parce que voilà un autre aspect du Cameroun. Là où on présente des diplomates et autres, le Cameroun va chercher les professeurs agrégés. Et tout le temps, on dit au Cameroun, cessez de nous traîner votre cohorte de professeurs. Parce que si vous faites des statistiques, vous verrez que sur 50-60%, ce sera des professeurs d'université qu'on propose. Bon, mais en même temps, vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est le domaine réservé des diplomates uniquement à la scène justement, internationale. alors, vous avez, quand vous prenez à ce niveau, vous avez Mohamed Bejaoui, qui a présidé la Cour. C'est un diplomate. Vous avez le président qui a succédé à Mohamed Bejaoui, qui est français, qui a d'ailleurs tranché l'affaire Bakassi. Est-ce que Maurice Kamto a perdu parce qu'il n'était pas diplomate? Parce qu'il n'était pas introduit dans le système. Le Somalien était introduit dans le système. Je peux vous confier, cette élection est l'une des plus difficiles parce qu'elle se joue à la fois au Conseil, on vous a dit en même temps, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Tandis que nous, on faisait campagne à l'Assemblée générale, le Somalien était bien campé au Conseil de sécurité. Et dès le premier tour, il a bloqué sa majorité au Conseil. Et quand on a fait le deuxième tour à l'Assemblée générale, notre candidat, au lieu d'augmenter, a commencé à perdre des voix. Donc, pourtant, il y a eu des moyens. Il y a eu beaucoup de moyens. Je vous dis, le chef de l'État lui-même est monté au créneau pour battre campagne. Maurice Kamto. Mais la candidature est arrivée après qu'on ait endossé le Somalien au niveau de l'Union africaine. Alors, vous comprenez, une fois qu'on a endossé, si on avait bien examiné, on aurait dit notre candidature n'a pas de chance, même si le candidat a un bon profil technique, mais étant donné qu'il va se battre contre quelqu'un qui est endossé par l'Union africaine, il n'aura pas de chance. Alors, on peut marquer ça pour de conclure, et ça va d'ailleurs votre dernière prise de parole sur le sujet, et puis on tire rapidement. Moi, je m'incline face à l'expérience du ministre Tchamba. C'est des cas très concrets face auxquels on ne peut pas opposer des arguments, je dirais, d'analyse. Mais je pense que, pour moi, en dernier ressort, c'est un jeu. Il y a une dimension aussi individuelle qui doit être présentée. Et puis maintenant, ça doit se jouer avec des aspects un peu plus politiques et puis diplomatiques. Il ne faut pas que les gens avancent masqués par rapport à leurs ambitions. Je pense qu'on doit assumer une ambition quand on veut être secrétaire général des Nations Unies, quand on veut être président de la Commission de l'Union africaine. Une fois qu'on a construit un profil, comme beaucoup de Camerounais l'ont fait, il faut l'affirmer, il faut se faire connaître des instances politiques et il faut être en cohérence avec son ambition par rapport aux règles qui président à l'accession, à l'obtention des soutiens sur place. Je pense que c'est... Bon, alors Thierry Ndong, c'est vrai, vous avez des cas, on est quand même obligé de tenir un peu compte de ce qu'avance Christian Pout, qu'un certain nombre de l'élite n'envisage sa carrière que par rapport à la géopolitique nationale. On ne peut pas l'ausculter. C'est-à-dire que cette vision, cette ouverture sur le monde, on n'est pas toujours formaté pour vouloir construire une carrière à l'international. Beaucoup ne se rêvent que par rapport à nos logiques internes. Bon, ça, c'est un constat qu'il fait. Je le lui concède. Mais je constate également qu'il y a des candidats qui ne sont pas dans ces logiques internes, qui viennent parfois des Camerounais de la diaspora, qui viennent parfois solliciter la caution politique
à un très haut niveau et qui en repartent sans avoir été reçus. Ça, je ne l'invente pas. Et quand vous regardez même comment nous avons perdu à la BAD, mais ce candidat-là, il a peiné. Il a d'abord épuisé toutes ses énergies pour obtenir l'investiture au niveau du président de la République. Et quand il a eu cette investiture, il était presque tard parce que les autres avaient avancé dans la campagne. C'est des réalités. Donc je dis, pour chuter Aimé Robert, nous avons un problème de lisibilité de notre politique diplomatique. Et je disais que les soutiens internes dont je parle, il faut se battre pour les avoir. Vous me parlez tout à l'heure de la diaspora. Ils viennent ici, ils ne sont pas reçus comme nous-mêmes qui sommes ici, on n'est pas forcément reçus. Voilà, il faut qu'on intègre qu'on doit se battre pour avoir ces soutiens, sinon ça ne marche pas. Parce que le cas de la BAD, c'est le cas typique du fonctionnaire de la BAD qui fait carrière là-bas. Et après, il reçoit l'investiture de son État, mais il ne reçoit pas le soutien de l'État. Parce que sa candidature n'est pas suffisamment légitimement en interne. Et on sait un peu, pour ceux qui peuvent lire un peu notre environnement, ils savent comment on peut faire pour bénéficier au nom d'un soutien. Parce qu'un poste d'un certain niveau dans une organisation internationale, il faut ça joue sur des équilibres politiques même internes. Vous semblez valider l'informel. Je ne valide pas, je constate. Sur la BAD, je crois que je peux me permettre de vous apporter des éléments un peu plus précis. Ce candidat, tout le monde reconnaissait qu'il avait le meilleur profil technique, mais était un homme politique. Et au niveau du ministère des Relations extérieures, on a proposé qu'on puisse d'abord l'utiliser en interne, c'est-à-dire qu'on le fasse entrer au gouvernement. Et lui-même s'en est offusqué. On lui a dit qu'on ne veut pas de vous. Maintenant, on pose comme condition que vous entriez au gouvernement. Parce que quand vous allez présenter le président du groupe de la BAD, ce n'est pas un poste technique, c'est un poste politique. Parce que justement, celui qui a gagné était ancien ministre des Finances au Rwanda. Et les autres pays vont vous demander, mais s'il est aussi valable, pourquoi est-ce que son pays ne l'a pas d'abord utilisé? Et c'est qu'à son légion, on a le regretté ambassadeur Ngo Bamla, qui était très calé techniquement dans les négociations sur le droit de la mer, mais qui n'avait été que conseiller technique. Alors quand on a voulu le présenter, on a dit, bon, Ngo, on le connaît, il est valable, mais pourquoi il n'a été que conseiller technique dans son pays? Donc c'est pour ça que je me permets d'insister qu'il faut bâtir des profils. Quand on veut viser un poste comme la BAD est très prestigieux, et donc même si le compatriote lui-même a apporté cela, parce qu'il a de l'entre-gens, d'ailleurs la liste des 8 candidats, il y en a qui ont évolué à l'international. Celui qui est proposé comme vice-président, il a évolué à l'international, il a même été à l'Union africaine dans le temps, à l'OUA dans le temps. Donc, mais maintenant, il est porté, parce que c'est le gouvernement qui le présente. Mais si c'était pas un poste de vice-président, si c'était pour être président de l'Union, on pourrait dire que certainement on va rétorquer qu'il est un homme politique. Donc il faut vraiment jauger. C'est pourquoi je parle de cette légitimation interne. Ça peut passer par un poste et tout ça, mais ça rentre dans la préparation. Effectivement. Merci monsieur. C'est un sujet qu'on ne peut pas avoir la prétention d'épuiser. En un soir, on aura l'occasion d'y revenir. On va accompagner ce compte à rebours, notamment par rapport à ce sujet qui passionne tant Thierry, dans les candidatures à l'Union africaine. On verra si donc la stratégie du Cameroun aura été payante ou pas. En tout cas, on souhaite bonne chance à ces 8 candidats camerounais. Je vous propose de revenir. On reste sur le génie camerounais et pour parler de l'inventeur du cardiopade Arthur Zan. C'est le portrait de la semaine, un sujet de Monique Félicité Thuen. Marc Arthur Zan Adzaba a installé son quartier général ici au quartier Obobogo à Yaoundé. Dans son laboratoire, avec ses jeunes ingénieurs, il assemble les matériaux nécessaires pour confectionner cet appareil révolutionnaire, le cardiopade.
70% du travail effectué pour la production de cardiopales se fait sur place au Cameroun. Il y a d'abord la conception matérielle qui se fait ici, la conception et le développement logiciel qui se fait également sur place ici dans nos locaux à Haïmo Medical. Ensuite se passe donc la production des composants électroniques utilisés pour l'assemblage. Nous produisons ces composants en Chine et aux États-Unis. Et ensuite ces composants sont donc importés au Cameroun. Nous faisons de l'assemblage, du test, du déploiement de logiciels. Grâce à cette invention, des millions de malades cardiaques pourront être consultés et suivis à distance. Donc comment ça se passe? Un patient va dans un hôpital de district ou un hôpital de village par exemple, là où a priori il n'y a pas de cardiologue. On va donc grâce au cardiopade faire un examen sur le patient et le cardiopade lui il est directement connecté à un réseau de cardiopades grâce à une connexion mobile, c'est-à-dire qu'on insère une carte SIM, une puce dans l'appareil et il se connecte au réseau téléphonique mobile. Il peut donc transférer les données du village vers la ville. À partir de là, un cardiologue va recevoir les données, donner son interprétation et transmettre également cette interprétation ainsi que des prescriptions, c'est-à-dire la conduite à suivre pour le patient. Cette trouvaille a retenu l'attention du président de la République qui a tout de suite réagi en apportant un appui moral et financier aux jeunes ingénieurs. Il m'a posé des questions sur le projet, je me suis rendu compte qu'il savait ce qui se passe, qui suivait de très près le projet. On n'a pas eu le temps de discuter pendant longtemps, mais les questions qu'il m'a posées m'ont permis de comprendre qu'il a vraiment à cœur ce projet. Et ça, c'est ça qui m'a un peu impressionné. J'obtiens donc les premiers 20 millions de francs CFA qui m'ont permis de fabriquer les 20 premières tablettes. Et l'objectif, c'était de démontrer ce que je peux faire en réalité. Et grâce à ces 20 premières tablettes, on a pu remporter beaucoup de compétitions, obtenir des prêts bancaires, par la suite monter un business plan et donc bâtir l'entreprise pas à pas qui aujourd'hui s'appelle Haïmo Medical et qui a pu donc mettre ce premier produit sur le marché. Depuis lors, Arthur Zan a pu mettre sur pied des centaines de cardiopades pour répondre aux nombreuses sollicitations qui d'ailleurs augmentent de jour en jour. Nous sommes énormément sollicités à l'extérieur. Il y a des pays qui nous contactent vraiment tous les jours, comme les îles Comores également, où on a un client qui nous met beaucoup de pression actuellement. Et une deuxième livraison au Népal d'une quinzaine d'appareils qu'on doit faire pour le mois de juillet. Nous avons même déjà démarré la commercialisation dans certains pays tels que le Gabon, tels que l'Inde, tels que le Népal. Et actuellement, nous sommes en train de nous adapter à la régulation de chaque pays africain que nous visons très prochainement, tels que le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso et le Sénégal, dans lesquels régissent des régulations totalement différentes. Au Cameroun, la demande existe aussi. Nous avons beaucoup de médecins, beaucoup de cardiologues qui attendent l'appareil et qui ont même participé au développement de l'appareil. Je pense au professeur Samuel Kingé, qui a même une première commande qui a été validée déjà par le ministère de la Santé publique, mais qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu certains défauts dans le processus d'achat. Arthur Zan, conscient d'être bientôt débordé, s'est entouré il y a un peu plus d'un an d'une jeune équipe dynamique et soudée qui compose son ambitieuse entreprise Haïmo Medical Equipment. Grâce aux premiers revenus issus de la vente des cardiopades, nous avons investi cet argent pour pouvoir lancer un projet de fabrication de cartes magnétiques. Donc, actuellement, nous avons déjà fait fabriquer près de 6 tonnes de machines qui sont au port de Douala. Et donc, l'objectif, c'est d'ouvrir, de lancer la première usine de production de cartes magnétiques au Cameroun. Ce diplômé en Polytechnique n'a que 29 ans et déjà a révolutionné le monde avec son exceptionnel cardiopade. Mais pour y arriver, il a dû s'armer de courage et de persévérance. J'ai dû déposer des business plans bien avant. J'ai dû essayer de convaincre beaucoup d'entreprises locales, telles que les entreprises de télécommunications, qui n'ont pas adhéré au projet très vite. Et donc, ça n'a pas été facile. Quel que soit ce que lui réserve l'avenir, Arthur Zan a pour toujours marqué l'humanité et est devenu un modèle pour la jeunesse mondiale. Nous devons utiliser nos compétences pour améliorer le quotidien des autres. C'est ce que moi j'essaie de faire et je trouve que c'est une bonne philosophie. Grâce à ce jeune Camerounais, plusieurs millions de cœurs seront sauvés et ceci via le cardiopade.
La deuxième une de scène de presse cap sur la présidentielle américaine. Christian Pout, évidemment, nous ne votons pas, l'Afrique ne vote pas. Évidemment, on est loin de la vague d'enthousiasme qui avait entouré la campagne historique qui allait conduire à l'élection de Barack Obama. Mais tout de même, on s'intéresse à cette élection parce qu'évidemment, elle aura un impact sur la gouvernance mondiale. Selon que c'est Hillary Clinton qui connaît bien l'Afrique, qui a été secrétaire d'État, qui a une politique africaine, ou alors que selon que c'est Donald Trump qui aligne une série de blagues de mauvais goût sur l'Afrique, par exemple lorsqu'il dit que la corruption est endémique dans notre continent, lorsqu'il dit que certains Africains sont idiots, il a dit dans l'un des meetings à Indianapolis. Votre regard? Moi, je pense que l'élection aux États-Unis est d'abord un enjeu global parce qu'on parle du pays le plus important de la planète. C'est 15 milliards 600 millions 15 000 milliards 600 millions de PIB, c'est la première puissance sur le plan militaire capable de se projeter partout et qui a un intérêt pluridécadaire sur le continent africain, attesté notamment sur le plan militaire par Africom depuis quelques années. Maintenant, en ce qui concerne le jeu interne, l'élection présidentielle aux États-Unis est d'abord une mécanique assez complexe. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que le président des États-Unis est d'abord élu pour les Américains. Il n'est pas élu ou elle n'est pas élue pour les Africains. Maintenant, que ce soit un président démocrate ou que ce soit un président républicain, il y a une stratégie, américaine vis-à-vis de l'Afrique au sud du Sahara qui a été présentée en juin 2012 par le président Obama et je pense qu'il y aura une continuité dans ce sens-là. Les priorités sont au nombre de 4. La première des priorités, c'est l'enracinement de la démocratie. La deuxième, c'est la promotion de l'investissement, de la croissance économique et des échanges. La troisième plutôt, c'est la paix et la sécurité sur le continent. Et puis la quatrième priorité, c'est la coopération tous azimuts et en particulier sur le volet des libertés. Donc, et Hillary Clinton était là, encore secrétaire d'État, lorsque cette stratégie américaine a été mise en place en direction de l'Afrique subsaharienne. Je ne suis pas sûr qu'elle va s'écarter de ce chemin-là. Et quelle que soit l'approche que le candidat Trump avance aujourd'hui, je suis sûr que si jamais c'est lui qui est élu demain, il devra de manière permanente s'appuyer sur ces piliers-là qui ont déjà été définis. Fondamentalement, la stratégie américaine ne change pas. Il y a eu, comme vous l'avez rappelé, une vénération et un enthousiasme quasi religieux autour de la candidature d'Obama. Cette élection enthousiasme moins. On a l'impression qu'il s'agit de candidats par défaut. Mais la place des États-Unis dans le monde aujourd'hui et l'état dans lequel se trouve le monde aujourd'hui indique quand même qu'il faudrait s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des signaux qui sont inquiétants. Je pense pour ma part qu'il y a tellement de défis internes. C'est une société qui est en train de réfléchir elle-même à l'intérieur à la perte d'identité, qui la travaille, qui est en train de réfléchir à cette croissance molle dans laquelle elle s'installe. Il y a tellement de défis à relever en interne que je pense qu'il ne faut pas que nous, Africains, on se fasse beaucoup d'illusions. Jackson Diké, il y a donc évidemment ces éléments que les spécialistes appellent les invariants. Il y a ces invariants de la diplomatie américaine dont parlait Christian Pout. Mais il y a toujours l'équation personnelle, selon que ce sera Hillary Clinton ou Donald Trump. Il y aura ces invariants, mais il y aura aussi la touche personnelle de l'une ou l'autre. Oui, par rapport à l'Afrique. Oui, on connaît un peu la sensibilité d'Hillary par rapport à l'Afrique. Je pense qu'elle sera un peu dans la quantité de ce qu'Obama a amené. Trump, par contre, dans son discours, il a été beaucoup plus dur. J'ai lu quand même certains messages qu'il a fait passer sur les Noirs en général, qui n'étaient pas du tout dans le sens de ce qu'on attendrait d'un candidat à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'il a fait une campagne de primaire, qui est une campagne de son camp. Donc il y a eu des excès, mais je pense que maintenant qu'il faut peut-être rassembler, on verra le vrai Trump. Mais il va de soi que en fait, ceux qui regardent les États-Unis de l'étranger, c'est les Africains, c'est l'Europe, c'est un peu partout, considèrent que Hillary Clinton, qui quand même est considérée comme beaucoup plus apte pour le poste, je dis bien qu'on regarde de l'étranger, tous souhaitent que ce soit évidemment elle qui soit élue. Et aujourd'hui, c'est vrai que
les sondages un peu biaisés qui sortent ces temps-ci nous promettent un scrutin un peu serré. Mais pour les analyses un peu plus pointilleux, on considère qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que Hillary ne passe pas. Voilà. Les mêmes analystes pointilleux disaient déjà, lorsque Trump se lançait aux primaires, qu'il allait se dégonfler. C'est une campagne de son camp. Et puis à la surprise générale, il a été élu, il a été préféré parmi les républicains, Thierry Ndong. Tout à fait. Je discutais avant de venir ici avec l'un de nos correspondants aux États-Unis qui m'expliquait que les derniers sondages donnent une avance de 11 points entre Hillary Clinton et Donald. Donc, elle fait la course en tête selon les derniers sondages sortis ce week-end. Mais ce n'est pas suffisant, vous le disiez tantôt. On a constaté que M. Trump a fait une campagne, disons-le, d'extrême droite. Il ne s'attaquait pas uniquement aux Africains, mais également aux autres, notamment les Mexicains. Et il a d'ailleurs promis construire tout un mur pour séparer. Il a été excessif. Il a été excessif avec la réduction de l'immigration, un positionnement contre l'establishment. On voit bien que ce discours est passé, parce que finalement, c'est lui qui a l'investiture des Républicains. Bon, je suis aussi d'accord avec M. Jackson Dickey qu'il va mettre un peu d'eau dans son moulin pour essayer de ratisser large. Pour l'Afrique, quel est le candidat qui pourrait nous regarder? Parce que pour le moment, on est absent de la politique et de cette Vous concluez là-dessus? Pour l'Afrique, je pense que le meilleur profil reste Mme Clinton, pour plusieurs raisons. Vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de dérouler ces raisons. D'abord, son mari. Thierry, permettez au ministre de placer un mot là-dessus, parce qu'on court pratiquement vers la fin de l'émission. Oui, alors, la campagne américaine, je crois que M. Pout l'a dit, il l'a très bien dit. La campagne américaine, on élit le président des Américains, ce n'est pas le président du monde. Ça doit être clairement entendu. Toutefois. Et les Africains, pour l'élection d'Obama, avaient des motifs légitimes, mais un peu naïfs. Ces motifs étaient naïfs parce que, bien sûr, on élisait un Africain-Américain, mais un Africain-Américain président des États-Unis. Alors, les États-Unis, quel est le fondement de leur politique étrangère, qui ne va pas varier? Ils ne font pas l'aide publique au développement. Les États-Unis interviennent à travers des compagnies privées. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Chine leur dame le pion, parce que c'est des lignes d'Exim Bank qui financent par exemple les grands projets au Cameroun. Okay. Vous ne pouvez pas financer des grands projets avec des crédits chinois et aller les donner à une compagnie américaine. Okay. Mais il y a quelque chose d'important, de très important pour le Cameroun. Les Américains ont fait leur plus gros investissement en Afrique noire subsaharienne avec le pipeline Tchad-Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun, quel que soit le président élu, demeurera un enjeu stratégique pour les États-Unis. On aura l'occasion d'en reparler avec également la dimension sécuritaire, la lutte contre Boko Haram, à laquelle participent pleinement les États-Unis aujourd'hui, avec un contingent positionné dans la région du Nord. On a le temps, d'ici le mois de novembre, de revenir avec davantage de clés pour comprendre et décrypter ce duel inédit Hillary Clinton-Donald Trump. Avant-dernière articulation de scène de presse, l'image collatérale, on retrouve Pierre Barnabé Evembe. Madame, monsieur, c'est moi, Pierre Evembe, le collateur en chef. On va faire l'effort de s'informer en riant, malgré la dureté du jeûne du mois de Ramadan. Eh bien, qui va donc être collaté ce jour? That's the question. Madame, monsieur, comme vous le saviez, la grippe aviaire est à l'ouest. Et c'est le gouverneur himself, Awafonka Augustine, qui l'a annoncé en grande pompe. Des tests au
niveau de Yaoundé, à la navette, et également avec un contre-expertise du côté du centre Pasteur, il est établi que la grippe aviaire se trouve du côté de Payangam. Les poulets qui sont morts. Vous avez suivi à propos des poulets? Les poulets qui sont morts du côté du marché Casablanca à Bafoussam portaient également les virus de cette maladie. Ces poulets qui sont morts, ils étaient porteurs de quoi, monsieur le gouverneur? Portaient les virus de cette maladie. Porteurs de quoi? Les virus. Désormais à l'ouest, on regarde le poulet avec un œil comme ça. L'éleveur de la filière avicole de reconnaître les manifestations ou les signes prémonitoires. Pour les pauvres producteurs, c'est perdre inestimable. Et à l'ouest, perdre même ne serait-ce qu'une poule, c'est très dramatique. Nous sommes en deuil. Quand on détruit comme ça, là, nous on ne sait pas là où on part. Parce que là où nous sommes là, nous on prépare la rentrée des enfants dès le premier jour. On n'attend pas le dernier jour pour préparer la rentrée scolaire. Nous on supplie seulement que si on fait comme ça et on cherche un endroit pour nous caser là-bas, pour qu'on se défende. Et pourtant, il y a des gens qui ne croient pas encore jusqu'à présent à l'existence de ce virus. Le virus. Avant que la grippe aviaire n'arrive, on mangeait toujours. Une croyance qui est rendue croyable à cause de certaines exactions. La psychose est plus grave même que la grippe elle-même. On a dit de bien cuire la viande avant de manger. On n'a pas dit qu'on vient quand même au marché ramasser les poulets des femmes pour partir avec, puisque s'il y avait la maladie, on devait détruire ça sur place. Puisque les gens là qui emportent la maladie, là peut les prendre aussi en chemin. Non, la mère, les arrestations des poulets se font par des experts, comment il a dit ça? Les zones d'élevage et de commercialisation des poulets désinfectés par des agents assermentés. Les experts assermentés. Vous, à l'ouest, là, vous avez même la chance. Hein. Parce que si c'était au nord, le gouverneur lui-même allait s'emparer de vos poulets là. Il allait les brûler. Il ne blague pas. Et on ne va pas laisser ça passer comme ça. On va quand même dramatiser, puis scénariser. Et ça donne ceci. Ok, Fonetekie. Oui, nous sommes au stade de Rumde Adia de Garoua avec Jean Abateidi pour tirer ce penalty. Inside the box. Ok, il s'approche. Il allume une bûchette d'allumettes. Il s'avance, plein d'émotion, tout tremblant. Il tire à distance. Et boum! Débandade totale. Débandade totale en commençant par le préfet, le sous-préfet. Ils sont les premiers à fuir. Mais le gouverneur du Nord, très courageux, ex-champion du 100 mètres, ne va pas se débiner. Il va prendre la tangente et il va dépasser tous ses collaborateurs. Ça donne ceci. C'était juste pour s'amuser, monsieur le gouverneur. C'était juste pour s'amuser. J'espère que je pourrai venir à Garoua sans problème, hein, par route, par avion. J'espère vraiment. C'était juste pour s'amuser. Mais entre nous, vous courez quand même vite. Vous allez très vite. Même Usain Bolt n'est pas comme ça. Dernière articulation de scène de presse. J'ai à présent le plaisir de retrouver Agnès Solange Abesolo pour les Une du lundi. Bonsoir Agnès. Bonsoir Aimé Robert, bienvenue à vous, adepte de l'info croustillante. Terrorisme, un Camerounais à la tête de Boko Haram, une interrogation à la une de Mutation qui présente un certain Bana Blanchira comme le nouvel homme fort du groupe djihadiste. Le suppléant de Aboukar Cheko revendique l'attaque meurtrière du 3 juin dernier à Bosso, au Niger. Dans les colonnes du journal de Xavier Messé, le point sur les derniers développement de la guerre avec Sumo Tayo, chercheur en question de sécurité et défense. Les points forts du Cameroun face au terrorisme, alors que le quotidien Émergence réitère un Camerounais à la tête de Boko Haram. Le journal dévoile la stratégie de ces terroristes, notamment conquérir de nouveaux terroirs en Afrique centrale
centrale précisément. Et ce n'est pas ce qui arrêtera le groupe Bolloré qui, selon The Spark, agit pour l'attractivité économique du Cameroun. Analyse que vous retrouverez donc dans les colonnes de cette édition spéciale qui vante donc les retombées du Forum des investisseurs au Cameroun, c'était le mois dernier. Ce qui amène le quotidien Le Jour à s'interroger sur le système de Paul Biya, d'où ce titre en première une, c'est quoi le système Biya? Le journal de Aman Mana donne la parole à un homme d'église, le père Ludovic Lado, qui saura certainement apaiser les querelles autour de la grippe aviaire, sous-titre en pied de une du quotidien Le Jour. Un sujet largement abordé par les parlementaires au cours de la session de juin qui se tient en ce moment à l'hémicycle de Nwakele. Ces alertes fait un tour dans le septentrion et titre le top et le flop des parlementaires. Le journal évalue les actions des députés et sénateurs au sein de l'opinion à travers leurs micro-projets, leur visibilité et leur échec social selon ce journal. Intégration fait un zoom sur l'accord de partenariat économique casse-tête pour le Cameroun, impasse pour l'Afrique centrale. Pour finir, Aimé Robert, Cameroun Tribune affiche en sa une de ce lundi, effondrement d'immeubles, ça continue. L'affaissement d'un bâtiment en construction à Yaoundé vendredi dernier remet au goût du jour le problème de son respect, du non-respect, autant pour moi, des normes en matière de construction. Cameroun Tribune qui présente un nouveau visage dès ce lundi avec de nouvelles rubriques et une nouvelle configuration. Voilà, c'est tout pour cette une que vous retrouverez certainement ce lundi. Bonsoir. Merci Agnès Solange, bonsoir. C'est avec plaisir qu'on va étreiner les habits neufs de Cameroun Tribune ce lundi. Merci à toutes nos équipes. Je voudrais commencer par remercier nos invités du soir, Thierry Ndon, ministre Dieudonné Nchama, Dr Christian Pout et Jackson Dikié qui nous a fait l'amitié de venir de Douala. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, la presse et de la scène. Bonsoir.